En janvier 2026, deux signaux frappent presque au même instant. À Adougou, un complot avorté ne déclenche pas la panique, mais une ferveur populaire qui referme le piège avant même l'affrontement. À Simonstone, des coques chinoises, russes et iraniennes transforment l'Atlantique Sud en message logistique. Que vaut cette synchronie pour les routes commerciales, les sanctions et la marge de manœuvre du Sud? Et pourquoi Ibrahim Traoré y lit-il un tournant qui dépasse le Burkina Faso? Ce récit promet une lecture factuelle d'un basculement en cours, sans lyrisme inutile ni spéculation gratuite. Il s'agit de comprendre comment des gestes apparemment séparés, une mobilisation civique à l'intérieur des terres et des manœuvres navales au large, s'assemblent en une même architecture de souveraineté. Le bénéfice pour le lecteur est clair. Distinguer le symbole de l'effet réel et mesurer ce qui change concrètement pour les États, les entreprises, les populations et les équilibres régionaux. L'enjeu dépasse l'actualité immédiate. Si la mer devient un levier politique pour des pays longtemps enclavés, alors les règles du commerce, de la sécurité et de la dépendance financière se déplacent. Les risques sont tout aussi tangibles: sanctions, frictions diplomatiques, coûts logistiques, vulnérabilité nouvelle. Mais l'opportunité l'est aussi. Corridors protégés, marge de négociation accrue, diversification des partenariats. Dans cette équation, Ibrahim Traoré n'est ni un cas isolé, ni un simple symbole. Il incarne un point de convergence où se lisent des choix stratégiques assumés. La question centrale devient alors précise. Que gagne-t-on et que perd-on quand la souveraineté change d'échelle? Le signal décisif n'est pas symbolique, il est chiffré. En 2026, le tonnage combiné des flottes non occidentales engagées dans les manœuvres atlantiques dépasse 350 000 tonnes, soit près du double d'exercices comparables 5 ans plus tôt. Cette donnée change la lecture. Il ne s'agit plus d'une posture, mais d'une capacité mesurable qui s'installe. Pour comprendre pourquoi cette bascule compte, il faut replacer l'événement dans une chaîne causale simple. Pendant des décennies, l'Atlantique Sud a fonctionné comme un goulot d'étranglement contrôlé par le Nord. Assurances, sanctions, inspections et saisies formaient un système cohérent, rarement contesté. Les pays du Sud, y compris enclavés, dépendaient de ces routes pour exporter minerais, céréales ou énergie transformée. La souveraineté terrestre restait ainsi incomplète sans maîtrise maritime. À partir de 2025, plusieurs signaux convergent. La Chine étend sa présence navale, la Russie réactive des coopérations, l'Afrique du Sud devient un pivot logistique et des partenaires du Moyen-Orient observent puis s'agrègent. Ce mouvement n'est pas linéaire, mais il gagne en synchronisation. En un an, la proportion de navires non occidentaux dans certains couloirs atlantiques augmente de 47%, selon des données compilées par des instituts régionaux. Ce n'est pas une parité globale, c'est une rupture locale suffisante pour modifier les calculs de risque. C'est dans ce contexte qu'intervient la lecture d'Ibrahim Traoré. Pour lui, la mer n'est pas un théâtre éloigné du Sahel, mais le prolongement logistique d'une lutte pour l'autonomie. Un pays qui ne sécurise pas ses flux reste vulnérable, même s'il contrôle son territoire. La tentative de déstabilisation déjouée à Adougou, suivie d'une mobilisation populaire, agit comme un révélateur. La cohésion interne et l'ouverture maritime avancent désormais ensemble. Un point discret mais décisif apparaît. La souveraineté ne progresse plus par étapes isolées, mais par alignement de front. Terre et mer cessent d'être séparées. Cette articulation explique pourquoi un exercice naval lointain devient pertinent pour des populations qui n'ont jamais vu l'océan. Elle répond aussi à la question ouverte au départ. Ce qui change, ce n'est pas seulement la carte des puissances, mais la mécanique même de la dépendance.
Dans cette séquence, le personnage conducteur n'est pas un amiral ni un diplomate maritime, mais un dirigeant sahélien qui regarde au-delà de son horizon immédiat. Ibrahim Traoré sert ici de point d'ancrage narratif parce qu'il relie des scènes éloignées par une même logique opérationnelle. Lorsqu'il observe les images de Simonstown, il ne s'attarde pas aux pavillons étrangers. Il y lit l'extension d'un rapport de force qui jusque-là s'arrêtait aux frontières terrestres. Les effets précoces apparaissent vite et à petite échelle. Dans les cercles militaires régionaux, le débat se déplace. Protéger une capitale ne suffit plus si les flux restent exposés. Dans les administrations économiques, la question des coûts logistiques devient centrale. Des corridors maritimes sécurisés, même partiels, peuvent réduire les délais, stabiliser les assurances et rendre certaines exportations à nouveau viables. Ce sont des gains modestes mais cumulatifs. Un premier cas illustre cette dynamique. Des entreprises minières locales, longtemps enfermées dans des contrats rigides, commencent à renégocier en anticipant une baisse des coûts de transport et une diversification des partenaires. Rien n'est garanti, mais la simple perspective modifie le rapport de négociation. Un second effet touche les opinions publiques. La mer cesse d'être perçue comme un espace abstrait réservé aux grandes puissances. Elle devient un levier concret lié à l'emploi, au prix et à la continuité des approvisionnements. Ces signaux restent fragiles et réversibles. Les risques de sanctions, d'isolement financier ou de pression diplomatique persistent. Pourtant, un seuil psychologique est franchi. La souveraineté cesse d'être un slogan pour devenir une suite de décisions techniques. En clair, quand la logistique change, le pouvoir suit. La séquence s'enclenche par une accumulation discrète plutôt que par une rupture spectaculaire. D'abord, des exercices navals annoncés comme techniques, presque routiniers, prennent place dans l'Atlantique Sud. Ensuite, leur format s'élargit. Davantage de bâtiments, une diversité d'origines et surtout une continuité d'opération qui dépasse la simple démonstration. Enfin, la synchronisation avec des événements terrestres transforme ces manœuvres en signal stratégique. Le déclencheur n'est pas un ordre unique, mais la convergence de décisions prises séparément puis alignées. Le point de bascule intervient lorsque ces exercices cessent d'être ponctuels. En quelques jours, ils deviennent un langage commun. Des destroyers chinois, des corvettes russes, des frégates iraniennes et sud-africaines opèrent selon des procédures compatibles, testant la protection de convois et la coordination logistique. Le message implicite est clair, sécuriser les routes n'est plus l'apanage d'un seul bloc. Cette montée en régime transforme la perception du risque pour les acteurs économiques qui observent moins les discours que la répétition des actes. Pendant ce temps, à l'intérieur des terres, une autre dynamique se joue. À Adougou, une tentative de déstabilisation échoue non par la supériorité militaire, mais par une mobilisation populaire immédiate. Les informations circulent, la foule se rassemble et l'initiative adverse se dissout avant de produire ses effets. Ibrahim Traoré apparaît brièvement, sans mise en scène, et le signal envoyé est celui de la continuité institutionnelle. Ce moment, isolé en apparence, s'inscrit dans la même logique que les manœuvres navales. Réduire la vulnérabilité par la cohésion. La montée vers le point culminant se fait alors par résonance. Les images des ports sud-africains circulent pendant que les slogans de rue se propagent au Sahel. Deux scènes éloignées se répondent. La souveraineté n'est plus seulement défensive, elle devient proactive, cherchant à verrouiller les flux avant qu'ils ne soient contestés. Cette simultanéité nourrit l'idée d'un front étendu où la terre et la mer ne sont plus traitées séparément. Les répliques ne tardent pas. Dans les chancelleries occidentales, les communiqués restent prudents, mais les signaux d'inquiétude se multiplient.
Des analystes évoquent une militarisation déguisée, d'autres une simple phase transitoire. Sur les marchés, en revanche, les réactions sont immédiates. Les primes d'assurance évoluent, les routes alternatives sont réévaluées et certains opérateurs anticipent des ajustements durables. Ce sont des frémissements, pas encore des ruptures. La phase de retombée s'installe ensuite. Rien ne s'effondre, rien ne se stabilise totalement. Les manœuvres s'achèvent, mais laissent derrière elles une question ouverte. Comment revenir en arrière après avoir démontré une capacité collective crédible? Pour Ibrahim Traoré, la réponse est implicite. Une fois que les flux ont été pensés comme un enjeu souverain, ils ne peuvent plus redevenir neutres. La séquence ne clôt pas un chapitre. Elle en ouvre un autre, plus lent, plus technique, mais potentiellement plus déterminant. Le point de départ est modeste, le déplacement est net. Avant 2025, la présence coordonnée de flottes non occidentales dans l'Atlantique Sud restait marginale. En 2026, leur tonnage engagé dépasse 350 000 tonnes, établissant un nouveau seuil opérationnel. Cette variation n'exprime pas une supériorité globale, mais un changement local suffisant pour infléchir les calculs de sécurité et de coût. Un second indicateur précise l'ampleur du mouvement. En l'espace d'un an, la proportion de navires non occidentaux traversant certains couloirs atlantiques augmente de 47%. Cette progression ne signifie pas un contrôle total des routes, mais elle réduit l'asymétrie historique. Concrètement, plus d'acteurs disposent désormais d'escortes, de relais logistiques et de capacités de coordination hors des cadres occidentaux traditionnels. Pour les opérateurs commerciaux, cela se traduit par une diversification des options et une moindre dépendance à un seul système d'assurance et de surveillance. Le troisième chiffre éclaire l'effet économique. Depuis le lancement des initiatives maritimes associées au bloc élargi, la part des transactions sud-sud en devises locales progresse de 28%. Cette donnée n'indique pas un abandon des monnaies dominantes, mais l'émergence d'un circuit parallèle plus fluide, moins d'intermédiaires, moins d'exposition aux sanctions et une capacité accrue à maintenir les échanges même en période de tension politique. Chaque point de pourcentage gagné réduit mécaniquement l'effet de levier des pressions financières externes. Pris séparément, ces chiffres pourraient sembler techniques. Mis ensemble, ils décrivent une trajectoire cohérente. Le tonnage mesure la capacité physique, la proportion de navires, traduit la densité d'usage et la part des transactions révèle l'impact économique. Cette articulation explique pourquoi les discours changent de tonalité dans les institutions financières internationales. L'inquiétude ne porte pas sur une confrontation militaire imminente, mais sur une fragmentation progressive des règles du jeu. Pour Ibrahim Traoré, ces données ont une valeur stratégique particulière. Elles valident une intuition. La souveraineté ne se décrète pas, elle se démontre par la continuité des flux. Un État peut survivre à une pression ponctuelle, mais il ne résiste pas longtemps à une asphyxie logistique. En reliant les chiffres maritimes à la stabilité intérieure, il défend l'idée que la cohésion politique et la sécurisation des routes commerciales avancent ensemble. Il faut toutefois en mesurer les limites. Les volumes restent inférieurs à ceux des grandes marines occidentales et la dépendance technologique n'a pas disparu. Mais la dynamique est enclenchée. Les chiffres ne racontent pas une victoire finale, ils attestent d'un déplacement du centre de gravité. À partir de là, le débat ne porte plus sur la possibilité du changement, mais sur sa vitesse et sur les résistances qu'il rencontrera. Les critiques les plus solides ne viennent pas pas des marges, mais des centres de pouvoir établis. D'abord, un premier argument revient souvent. La supériorité matérielle occidentale demeure écrasante. Les flottes de l'OTAN alignent toujours davantage de bâtiments, une capacité de projection globale et des technologies éprouvées.
Dans cette lecture, les manœuvres du Sud ne seraient qu'un instantané spectaculaire, incapable de rivaliser durablement avec des décennies d'avance industrielle et doctrinale. Les exercices coordonnés paraissent impressionnants, mais resteraient limités en nombre et en profondeur opérationnelle. Ensuite, un second argument est avancé, la dépendance économique et technologique. Les sceptiques soulignent que nombre de pays engagés dans cette dynamique continuent d'importer composants, logiciels et systèmes critiques depuis le Nord. Sans accès continu à ces technologies, la sécurisation des routes maritimes serait fragile. Une pression ciblée sur les chaînes d'approvisionnement suffirait, selon eux, à désorganiser l'ensemble. À cela s'ajoute le risque financier. Sanctions, restrictions d'assurance et volatilité des marchés pourraient rapidement renchérir les coûts et décourager les partenaires privés. Ces objections reposent sur des faits réels. Pourtant, elles manquent le cœur du changement observé. Ce que défend Ibrahim Traoré n'est pas une parité militaire immédiate, mais une rupture de logique. La puissance n'est plus pensée comme domination totale, mais comme capacité à maintenir des flux suffisants. Dans ce cadre, quelques corridors sécurisés peuvent être peser davantage qu'une supériorité abstraite. Il ne s'agit pas de contrôler toutes les mers, mais d'en libérer certaines des contraintes unilatérales. Les données récentes nuancent aussi l'argument technologique. La Chine fournit déjà une part majoritaire de composants utilisés dans des systèmes régionaux, et l'Inde participe à la maintenance de réseaux de communication associés. La dépendance ne disparaît pas, elle se redistribue. Ce déplacement réduit la vulnérabilité à un seul centre de décision. De même, la coopération Sud-Sud crée des redondances logistiques qui amortissent les chocs, même en cas de pression extérieure. Enfin, la critique sous-estime la dimension politique. La cohésion populaire, observée lors de la tentative de déstabilisation avortée, montre que la résilience ne se limite pas aux équipements. Un système soutenu par une adhésion sociale forte peut absorber des coûts que des structures plus technocratiques peinent à justifier. La question n'est donc pas de savoir qui possède le plus de navires, mais qui peut maintenir l'effort dans le temps. C'est sur cette endurance que se jouera la suite. Ce basculement change la lecture de tout ce qui précède. Jusqu'ici, la souveraineté était pensée comme une somme de positions défensives, territoriales, parfois isolées. À partir de ce point médian, elle se recompose comme un système continu où la protection des flux prime sur le contrôle des frontières. La mer n'est plus un décor lointain, elle devient l'interface qui relie décisions politiques, capacités logistiques et résilience économique. Ce déplacement explique pourquoi des exercices navals apparemment techniques produisent des effets politiques immédiats. En sécurisant des routes précises, même limitées, les États engagés réduisent leur exposition aux chocs externes. Les sanctions perdent une partie de leur efficacité, non parce qu'elles disparaissent, mais parce qu'elles trouvent moins de points d'appui. Le coût de la pression augmente pour celui qui l'exerce. Pour Ibrahim Traoré, cette révélation est structurante. Elle confirme que la souveraineté ne se défend plus seulement par des discours ou des alliances formelles, mais par l'architecture des échanges. Une route protégée vaut parfois plus qu'un traité mal appliqué. Cette logique éclaire aussi la synchronie initiale entre terre et mer. Cohésion interne et continuité logistique sont indissociables. À partir de là, la question change de nature. Il ne s'agit plus de savoir si ce mouvement est symbolique, mais quels effets concrets il produit sur les États, les entreprises, les populations et les équilibres régionaux. C'est ce passage à l'impact réel qui ouvre la séquence suivante. Les effets se lisent différemment selon les acteurs, mais ils convergent vers un même point. La logistique cesse d'être invisible. Pour les États, d'abord, l'impact est diplomatique et opérationnel. La capacité à sécuriser des corridors maritimes, même partiels, renforce la crédibilité internationale.
Des pays longtemps perçus comme dépendants gagnent une marge de négociation nouvelle. Le Burkina Faso, bien que sans littoral, voit sa position idéologique consolidée par l'accès indirect à ces routes via des partenaires. Dans les forums régionaux, les discussions ne portent plus seulement sur l'aide ou la sécurité intérieure, mais sur la place dans les chaînes d'échange. Cette évolution transforme la posture de dirigeants comme Ibrahim Traoré, désormais écoutés au-delà de leur poids économique immédiat. Pour les entreprises, ensuite, les conséquences sont plus techniques mais décisives. La sécurisation relative des routes réduit certains coûts, assurances, délais, incertitudes contractuelles. Des sociétés minières locales, auparavant enfermées dans des accords asymétriques, disposent d'arguments pour renégocier. L'ouverture de corridors protégés contribue à une baisse des coûts de transport estimée à environ 15% dans certains cas. Cette diminution ne garantit pas la rentabilité, mais elle change l'équation. En parallèle, plusieurs multinationales préfèrent se retirer craignant des représailles politiques ou une instabilité réglementaire. Le paysage économique se recompose avec moins d'acteurs, mais davantage d'alignement entre intérêts locaux et partenaires extérieurs. Du côté des populations, l'effet est plus diffus mais perceptible. La souveraineté maritime se traduit par des slogans, puis par des attentes concrètes, stabilité des prix, continuité des approvisionnements, emploi portuaire ou logistique. Dans certaines villes, la perception du monde change. La mer n'est plus un symbole lointain, elle devient une variable du quotidien, discutée dans les marchés et relayée par les médias nationaux. Cette appropriation renforce le soutien politique tout en accroissant la pression sur les gouvernements. L'indépendance proclamée doit produire des résultats visibles. Enfin, à l'échelle régionale, l'impact dépasse les frontières. Des mouvements citoyens au Sénégal, au Togo ou en Namibie reprennent l'idée d'une souveraineté étendue jusqu'à la mer. L'Union africaine observe, prudente mais contrainte d'intégrer cette dynamique dans ses cadres juridiques. Les équilibres se déplacent lentement, sans rupture brutale. Pourtant, un seuil est franchi. Les routes commerciales ne sont plus perçues comme neutres, mais comme des instruments politiques. Pour Ibrahim Traoré, c'est là le véritable paiement de la révélation de milieu de parcours. La mer, une fois investie, redistribue les cartes bien au-delà des ports. À horizon de 6 à 12 mois, trois trajectoires plausibles se dessinent, sans certitude absolue, mais avec des implications distinctes. Dans un premier scénario, dit de base, les exercices navals se poursuivent sous un format élargi et régulier. L'Afrique du Sud accueille de nouvelles séquences de coordination, tandis que les corridors commerciaux sécurisés s'étendent par paliers. Les tensions diplomatiques avec les États-Unis et l'Union européenne persistent, mais restent contenues. Les sanctions existent sans escalade systémique. Les acteurs économiques s'adaptent. Diversification des assurances, ajustements contractuels, prudence accrue. Le Burkina Faso consolide un rôle de pivot idéologique, sans chercher la provocation. Dans ce cadre, la dynamique avance lentement par accumulation d'effets. Dans une variante plus optimiste, la logique multipolaire gagne en vitesse. De nouveaux États rejoignent la coordination maritime, apportant des routes, des PMITAO, des ports et des capacités complémentaires. Un cadre africain commence à émerger pour reconnaître une souveraineté maritime partagée, ce qui réduit l'incertitude juridique. Les échanges sud-sud gagnent en stabilité et l'effet d'entraînement renforce la confiance des marchés régionaux. Les coûts logistiques poursuivent leur baisse, facilitant l'investissement local. La coopération devient une norme opérationnelle plutôt qu'une exception. Dans cette configuration, la sécurisation des flux agit comme un amortisseur contre les chocs politiques externes. Dans une hypothèse plus pessimiste, les puissances établies réagissent plus durement.
des sanctions financières ciblées se multiplient, les lignes d'approvisionnement se tendent et les manœuvres maritimes sont qualifiées de militarisation déguisée. Une campagne d'influence cherche à isoler les figures associées à cette dynamique et à fragiliser la cohésion interne du bloc. Les divergences d'intérêts réapparaissent entre partenaires, ralentissant la coordination. Les coûts augmentent, certains projets sont gelés et la tentation d'un repli nationaliste se renforce. Le mouvement ne s'effondre pas, mais il perd en lisibilité et en rythme. Entre ces trois voies, la réalité pourrait osciller. Une même année peut combiner des avancées logistiques et des reculs politiques. La clé n'est pas la prédiction exacte, mais la lecture des signaux faibles, continuité des exercices, stabilité des partenariats, réaction des marchés et degré d'adhésion sociale. La recommandation de fond reste simple. Si les flux sont protégés, même imparfaitement, la marge de décision s'élargit. S'ils sont fragilisés, la souveraineté se contracte. C'est sur cette boussole, plus que sur les déclarations, que se jouera la suite. À ce stade, l'enjeu cesse d'être abstrait et rejoint l'expérience ordinaire. Pour un citoyen, la souveraineté maritime ne se résume pas à des cartes ou des chiffres. Elle se traduit par la disponibilité de produits, la stabilité des prix et la continuité des services essentiels. Quand les routes sont moins exposées, les pénuries deviennent moins fréquentes, même si les tensions ne disparaissent pas avec pas. Cette amélioration relative nourrit des attentes nouvelles, mais aussi une vigilance accrue. Les promesses doivent se vérifier dans le quotidien. Pour les travailleurs liés à la logistique, au port ou aux chaînes d'approvisionnement, l'impact est plus direct. Des emplois apparaissent, d'autres se transforment. Les compétences demandées évoluent vers la maintenance, la coordination et la sécurité des flux. Cette mutation crée des opportunités, mais elle exige des formations adaptées et des politiques publiques cohérentes. Sans accompagnement, le gain stratégique risque de se traduire par des inégalités locales. Du point de vue des entrepreneurs locaux, la lecture est pragmatique. Une baisse même limitée des coûts de transport peut faire la différence entre survie et faillite. La possibilité de négocier avec plusieurs partenaires réduit la dépendance à un seul donneur d'ordre, mais cette ouverture s'accompagne d'incertitudes juridiques et financières. Le risque n'est pas supprimé, il est redistribué. Enfin, pour les jeunes générations, souvent éloignées des débats géopolitiques, le changement est symbolique. La mer, longtemps perçue comme lointaine, devient un horizon possible. Elle incarne l'idée que les choix collectifs peuvent modifier des structures jugées immuables. C'est ici que la trajectoire portée par Ibrahim Traoré trouve un écho plus intime. La souveraineté n'est pas seulement un concept d'État, elle devient une projection personnelle. La question qui s'impose alors au lecteur est simple et concrète. Quel coût et quelle responsabilité sommes-nous prêts à accepter pour que ces effets perdurent et ne restent pas une parenthèse? À ce stade, la dynamique ne peut durer sans méthode. Une feuille de route pragmatique s'impose, articulée autour de quelques leviers identifiables. D'abord, il s'agirait de consolider les corridors maritimes déjà engagés. Les exercices ponctuels doivent évoluer vers un mécanisme régulier de veille, de secours et d'escorte placé sous un mandat multilatéral africain. L'objectif n'est pas la démonstration permanente, mais la continuité opérationnelle mesurable par la stabilité des flux. Ensuite, il faudrait investir dans les compétences. La création d'une école maritime régionale, reliant académies existantes et formations techniques, permettrait de former des officiers, ingénieurs et logisticiens capables de défendre, mais aussi d'exploiter économiquement ces routes. Sans capital humain, l'architecture reste fragile. Puis, il conviendrait de sécuriser le cadre économique. L'institutionnalisation de règles communes sur les ressources et le transport réduit l'incertitude pour les acteurs privés. Des indicateurs simples,
Coûts, délais, taux d'assurance doivent te servir de boussole plutôt que des déclarations politiques. Enfin, il serait utile de renforcer la communication sud-sud. Le partage de données, d'alertes et de retours d'expérience limite la dépendance aux filtres informationnels extérieurs et accélère l'apprentissage collectif. Dans cette approche, Ibrahim Traoré apparaît moins comme un chef de file idéologique que comme un catalyseur de méthode. La souveraineté devient une architecture testable, ajustable et donc crédible. La question finale de cette séquence est alors directe. Cette discipline collective pourra-t-elle être maintenue lorsque les coûts augmenteront et que l'attention médiatique se déplacera? Le récit revient alors à une image simple déjà entrevue plus tôt. Sur un quai, loin des centres de décision, un travailleur observe des conteneurs chargés sous un soleil neuf. Ce geste ordinaire condense des années de dépendance et désormais une possibilité différente. La souveraineté n'apparaît plus comme un slogan abstrait, mais comme une suite d'actions concrètes qui relient des lieux, des métiers et des attentes. Ce retour au réel éclaire le parcours suivi depuis le début. Les chiffres, les manœuvres et les scénarios trouvent leur sens dans ces visages anonymes pour qui la continuité des flux signifie sécurité et dignité. La mer cesse d'être une distance, elle devient un lien. Dans cette perspective, la trajectoire associée à Ibrahim Traoré ne relève pas d'un messianisme personnel, mais d'une capacité à cristalliser un sentiment collectif longtemps diffus. La phrase qui s'impose est brève. La souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Ce rappel clôt la boucle ouverte au départ. Ce qui a commencé comme une synchronie étrange entre terre et mer se révèle comme une architecture patiente, encore fragile, mais déjà perceptible dans le quotidien. La dernière étape n'appelle ni adhésion immédiate ni rejet réflexe. Elle invite à une réflexion partagée. Si la mer devient un espace de responsabilité collective, alors chaque acteur, État, entreprise, citoyen, porte une part du résultat. La question n'est pas de savoir qui dominera, mais comment seront protégés les échanges dont dépendent des millions de vies. Cette lecture oblige à déplacer le regard. Les routes commerciales ne sont plus neutres, mais elles ne sont pas condamnées à devenir des champs de confrontation permanente. Elles peuvent aussi être des lieux de coopération conditionnelle, fondés sur des intérêts assumés et des règles discutées. C'est dans cet entre-deux que se joue l'avenir du mouvement décrit. À ce stade, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme un acteur parmi d'autres, mais comme un révélateur d'un moment historique où les marges cherchent à redéfinir le centre. Reste alors une interrogation ouverte adressée aux lecteurs plus qu'aux dirigeants. Quelle part du monde sommes-nous prêts à gérer ensemble et selon quelles règles pour que la souveraineté ne se transforme pas en isolement?